Je suis Léo Lemordant et je suis l'un des fondateurs de NRFIP et de WeToken. Et donc, NRFIP, je vous laisserai découvrir les panneaux qu'on a mis partout pour, si vous ne connaissez pas encore nos activités. C'est une plateforme de financement participatif qui s'intéresse au projet de la transition énergétique. Et on a été impliqué dans la blockchain depuis à peu près 2 ans, puisque il y a certaines orientations politiques qui ont fait que la blockchain pouvait être appliquée au financement participatif. Aujourd'hui, la blockchain, c'est défini dans la loi comme un dispositif d'enregistrement électronique partagé et distribué. Et donc il y a une définition légale de ce que c'est, même si on n'a pas le nom derrière. Et ça a plusieurs impacts dans l'économie. J'en vois deux principaux. La première, c'est de résoudre des problèmes de confiance en supprimant notamment des intermédiaires de confiance. Et la deuxième, c'est de servir de support, peut-être pas monétaire, mais au moins de support de valeur. Et dans les applications à la transition énergétique, on retrouve deux types d'applications. Supprimer les intermédiaires de confiance ou rétablir la confiance entre les acteurs. Et deuxièmement, supporter éventuellement la valeur d'actifs. Donc, j'ai improvisé ça tout à l'heure, alors il faut me pardonner. Comment ça peut s'implémenter directement dans ce secteur-là? D'abord, il y a plusieurs enjeux réglementaires à franchir. Et l'année 2018 a été très riche de ce côté-là. Donc du côté de la blockchain, on a eu pas mal d'avancées légales. D'abord, quand on parle de confiance et de transactions, sécuriser des transactions, on parle de données. Et donc, il y a tout ce qui concerne la réglementation sur la protection des données et la confidentialité, le droit à l'oubli qui vient prendre sa part de réglementaire dans ce type d'application. Et la CNIL a quand même commencé à élaborer un début de doctrine qui nous permet d'évoluer dans un domaine qui est beaucoup moins incertain aujourd'hui. Ensuite, je ne fais pas dans l'ordre chronologique, mais hier, il y a l'autorité des normes comptables qui a pris position sur la façon dont on doit comptabiliser les tokens, donc les supports de... J'ai pas parlé de token encore, donc il faut que je le définisse. Tout le monde sait ce que c'est un token? Ok, donc un jeton, en français, c'est un électron de la blockchain qui porte la transaction, si je peux le figurer ainsi. Puisqu'on a des énergies renouvelables, autant utiliser des images adaptées. Et donc l'autorité des normes comptables a hier publié tout un tas d'orientations qui permettent d'évoluer de ce côté-là aussi dans un domaine plus certain qu'il y a quelques mois. Troisième élément, dans le projet de loi de finances, la fiscalité de ces mêmes tokens qui peuvent être support de valeur a été là aussi éclaircie avec des règles beaucoup plus claires aujourd'hui sur comment doit être imposé ce type de token. Et dernier élément, quand on parle d'offres publiques de titres ou d'Initial Coin Offering, les ICO, eh bien, c'est aussi par ces biais-là, donc du financement participatif à travers des actifs, des cryptoactifs, eh bien, ce type d'offre publique de titres, là aussi, il y a une réglementation qui est en train d'être mise en place dans la loi Pacte, qui permet d'évoluer là aussi dans un environnement juridique qui est beaucoup plus certain en France. Dans chaque pays, les règles changent et ce qu'a fait la France, c'est adaptable uniquement à la France. Et d'ailleurs, c'est toujours pas voté, ça a été voté par l'Assemblée nationale, ça va passer au Sénat et ça peut évoluer à la marge ou au cœur. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le contexte réglementaire de tout ce qui concerne la blockchain et les ICO en général a beaucoup évolué ces derniers mois. Et aujourd'hui, les acteurs, je pense, ont une vision beaucoup plus claire de à quelle sauce
ils vont être mangés et quelles sont les actions qu'ils doivent entreprendre pour se conformer au droit français. Au droit français à la fois futur, dans un futur très proche, et à la fois pour éviter les sanctions. On pourra rentrer dans le détail si vous avez des questions, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à lever la main, à m'interrompre, ou si je dis des bêtises aussi, que vous avez un avis plus pointu que moi. Du côté des énergies renouvelables aussi et de la transition énergétique, on a eu des avancées et des évolutions récentes du secteur et de la réglementation qui font que la blockchain peut être un paramètre qui peut changer la donne. J'en ai noté 4. La première, c'est la numérisation du secteur, avec l'implémentation des compteurs Linky, par exemple, ou la gestion de la consommation de l'énergie, de la production de l'énergie à distance de manière intelligente. Je crois que c'est un élément relativement récent, peut-être une dizaine d'années grand max. Et sans ça, la blockchain n'a aucun intérêt. Plus récemment, les lois sur l'autoconsommation, notamment l'autoconsommation collective, permettent d'envisager aussi des choses qui étaient difficiles auparavant. Et ce qu'on observe plus généralement dans les énergies renouvelables, c'est que la production d'électricité et la consommation d'électricité devient décentralisée. Et donc là, quand on parle d'un secteur qui est décentralisé, avec les acteurs qui sont disséminés sur tout l'espace et non concentrés en certains points, eh bien les technologies de blockchain, naturellement, deviennent quelque chose qui en tout cas éveille l'intérêt, puisqu'elle-même se repose sur des schémas décentralisés. Alors après, il reste à l'implémenter et à voir l'usage et les cas d'usage. Et pour cela, je me reporte vers les prochains intervenants. Enfin, du côté des énergies renouvelables et de la transition énergétique, il y a aussi tout l'aspect financement, et c'est un enjeu très important. Tous les systèmes de financement par ICO, on a vu plusieurs projets émerger pour financer de manière plus directe ou en mixant la distribution de l'énergie en même temps que le financement, etc. Il y a plein de modèles à inventer d'implication directe des citoyens et des consommateurs dans la production de l'électricité en supprimant tous les intermédiaires qui sont entre ces deux extrémités du secteur. Donc il y a beaucoup d'ébullition dans le domaine à la fois de la blockchain et des ICO et du côté des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Et je trouvais que c'était un très bon thème à aborder dans ce type de conférence, et j'espère que vous serez content et satisfait des interventions qui vont suivre. En tout cas, nous, notre conviction chez Enerfip, c'est que la blockchain, c'est pas pour dans 10 ans, et au contraire même, et que le régulateur a fait une bonne partie du travail, et que maintenant, c'est à nous, les professionnels, de prendre en main ce virage pour améliorer et faire des nouvelles choses encore plus performantes. J'aimerais laisser la parole à François Lefebvre maintenant, du CEA, qui est donc le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, donc CEA-EA, du laboratoire LIST, qui est un laboratoire sur les systèmes numériques intelligents, si j'ai bien compris exactement, et donc en particulier tout ce qui concerne la blockchain. Et donc François va nous présenter un projet qu'ils ont fait avec Veolia sur résoudre des problèmes de confiance dans l'efficacité énergétique avec des industriels. Donc je lui laisse la parole tout de suite. Bonjour à tous. Donc, je vous remercie pour l'invitation à participer ce soir à la nuit de la blockchain. Donc normalement c'est Sarah Tucci qui devait faire la présentation, mais donc elle m'a délégué cette
cette tâche. Et donc, je vais vous parler un peu des travaux qu'on fait au CEA, donc au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et à l'intérieur de cet ensemble, entre autres, il y a la DRT, la Direction de la recherche technologique. Et moi, je travaille au sein d'un laboratoire sur les systèmes d'information de confiance intelligents et auto-organisants. Et qu'on travaille plutôt sur donc, les notions de protocole, de systèmes distribués. Et dans ce cadre-là, on s'intéresse à l'objet qu'est la blockchain. Ouais, en fait, je peux me déplacer pour passer les slides. Léo, ça va être plus simple. C'est bon? Donc comme je ne savais pas quel était exactement le niveau de chacun, je vais vous présenter quelques concepts autour de la blockchain pour redéfinir avec vous qu'on a à peu près le même vocabulaire. Et après, je vais vous montrer comment, à l'intérieur de ça, le CEA s'insère du point de vue des thématiques de recherche appliquée. Et je vais développer un exemple autour de l'énergie. Donc je ne vais pas parler de celui sur la sécurité alimentaire, mais uniquement sur celui qui est sur l'énergie, pour conclure après avec vous sur le sujet. Donc succinctement, en fait, la blockchain, il y a déjà une histoire assez longue, conséquente. En fait, la première blockchain a été publiée en gros en 1995 dans le New York Times. C'était quoi cette première blockchain? C'est le fait que toutes les semaines, dans le New York Times, il y a une entreprise qui publiait un fingerprint, une empreinte de leur base de données. Donc c'était la première version. Et en fait, c'est en 2008 où on a eu la publication du protocole Bitcoin. Et donc là, on est dans cette première... C'est peut-être parce que le câble, non? Voilà, donc la publication du protocole Bitcoin c'était en 2008, et on voit donc dans l'espace de ces 10 années, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a une explosion des supports de ces protocoles, de ces registres distribués, avec le Bitcoin, Ethereum, Plasma, donc beaucoup de technologies. Et on a les industriels qui ont commencé à s'y intéresser de manière forte, donc autour des problématiques des crypto-actifs, donc les crypto-monnaies digitales, donc plutôt l'industrie financière. Puis après, il y a les industriels qui se sont saisis du sujet. Et on est dans cette période trouble, en 2018-2023, où en fait la blockchain a fait beaucoup de promesses. Et en fait, comme je vais vous montrer, il y a quelques points bloquants en fait, qu'il va falloir soulever pour arriver vraiment à une industrialisation du process. Donc on est dans cette période-là. Donc qu'est-ce que c'est que la blockchain? La blockchain, il y a 2 points importants. C'est une structure de données. C'est ce que j'essaie de se symboliser à gauche. Donc c'est des blocs qui sont enchaînés les uns aux autres, puisque chaque bloc contient une empreinte du bloc précédent. Je vais redéfinir ça un peu après. Et le deuxième point important, c'est qu'il y a un consensus, un protocole de consensus, c'est-à-dire que pour ajouter un nouveau bloc, on définit un consensus dans lequel il y a une règle qui nous permet d'ajouter quelque chose. Et on se met d'accord ensemble. Donc j'ai juste la version un peu plus mathématisée juste après, Léo, si tu... Hop. Voilà, donc c'est ce que j'ai essayé de symboliser ici. Là, ce qu'on voit ici, c'est que donc un bloc contient des données, contient un hash et contient surtout le hash des blocs précédents. Donc là, c'est ce qu'on voit ici. C'est la ligne du temps là, qui parcourt. Donc on a un premier bloc, un deuxième, troisième, quatrième. Et pour insérer un nouveau bloc, on va calculer d'abord l'empreinte du précédent pour l'insérer. Et donc on a une chaîne de blocs, puisqu'en fait chaque bloc est indissociable du fait qu'il contient l'empreinte du et des blocs précédents. Voilà, donc là il y a quelques éléments un peu plus mathématiques pour montrer comment ça se passe. Et donc ce qu'il faut comprendre, qu'est-ce que ça apporte la blockchain, c'est qu'on va changer de paradigme. Donc initialement on était plutôt dans un paradigme où le système était centralisé, c'est ce qui est symbolisé ici. On a un acteur qui possède les bases de données, les registres, le log, l'historique de tout le monde, et les clients, les consommateurs qui vont pouvoir se connecter à ce système-là pour interagir. Et donc là, on est en train de changer de paradigme dans un paradigme distribué, où en fait l'ensemble des acteurs vont pouvoir participer en ayant une copie de ces données, alors, en ayant une copie également des contrats, et vont pouvoir accéder, manipuler ces informations. Donc c'est tout à fait un autre système. Et on peut aller plus loin, c'est-à-dire que la blockchain, ce n'est pas uniquement une technologie de registre distribué, c'est qu'on a un ensemble de technologies qui sont autour, donc comme le Zero Knowledge Proof, la notion de l'économie des tokens que nous a introduit un peu Léo tout à l'heure, les notions des smart contracts qu'on peut déployer dans ces registres distribués, donc la notion de digitalisation des assets, c'est-à-dire le fait que chaque objet dans le monde réel peut être représenté au sein de la blockchain comme un actif digital.
On a tout un pan de recherche autour des mécanismes de consensus qui sont nombreux, et on a même donc des choses qui vont s'adosser à la blockchain pour la permettre de la fluidifier comme les seconds niveaux de blockchain. Et là, ce que je voulais montrer un peu ce soir avec vous, c'était en fait en regardant en particulier les outils la problématique sous l'angle de l'IoT, donc l'Internet d'objets connectés, l'énergie d'Internet, l'Internet énergie, et la blockchain, comment est-ce que justement on peut adresser toutes les problématiques autour de l'énergie. Vas-y Léo. Hop. Donc là, c'est ce qu'on essaie de représenter ici. Donc je ne vais pas parler de tout aujourd'hui. Ce qu'on voit sur l'axe horizontal, c'est en fait la complexité de l'interaction de la blockchain avec l'environnement. Sur l'axe vertical, ce qu'on voit, c'est la complexité du rôle et de l'innovation de la blockchain. Donc on voit qu'en fait, on a un premier niveau où la blockchain sert uniquement en tant que registre. Donc la blockchain va servir de support pour enregistrer des certificats, pour enregistrer des logs de données. Et après, en fait, on peut aller à un deuxième niveau qui est le transfert de valeur. Donc là, on va parler des crypto-monnaies, des ICO. Et on peut continuer en rajoutant des couches supplémentaires, comme la couche des smart contracts, qui va permettre donc de régler des problématiques, par exemple, dans l'assurance, dans la logistique. Et on peut également aller à un dernier niveau, qui est le niveau de l'économie des machines, où là, on va pouvoir adresser avec la blockchain des problématiques autour de l'usine du futur, des maisons intelligentes ou des transports communs. Vas-y, Léo. Et donc, ça, c'était pour présenter de manière générique. Et en fait, là, ce que je vais vous montrer, c'est quand même, au sein de la blockchain, tout n'est pas parfait. Il y a quand même, c'est pas une technologie qui est encore mature, elle a moins de 10 ans, donc il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Il n'y a pas encore de killer app, peut-être Bitcoin, mais on voit comment aujourd'hui c'est peu utilisé. Et on ne sait pas si ça répond à tous les besoins des utilisateurs. Donc par exemple, ce que je vais montrer ici, c'est qu'il y a des papiers très récents en fait, qui montrent que la blockchain, il y a 3 piliers principaux qui sont l'autonomie, la capacité au système de pouvoir s'auto-organiser, la scalabilité, c'est le fait d'être capable de faire un nombre important de transactions, et la résilience du point de vue de la sécurité. C'est ces 3 problèmes, 3 piliers qu'essaye d'adresser la blockchain. Et malheureusement, il était démontré scientifiquement qu'en fait, on ne peut pas adresser les 3 problèmes de la même manière. On peut en adresser que 2 à la fois. Donc si vous voulez développer un système qui est hautement disponible et qui est très résilient, ça sera forcément au détriment de la capacité du système à prendre des décisions automatiques. Il y a une preuve mathématique qui a fait sur le sujet. On ne peut pas faire les 3 en même temps. Donc ça, il faut toujours en avoir conscience. Par ailleurs, la blockchain, il y a un problème de scalabilité, de nombre de transactions qu'on est capable d'enregistrer. Donc là, c'est ce qu'on essaie de représenter ici. Ici, c'est le nombre de transactions qu'il y a aujourd'hui par an au sein du monde des transactions bancaires Visa. Donc c'est autour de 2 milliards de transactions par an. Et si on englobe en fait toutes les transactions bancaires, on aimerait plutôt aujourd'hui être capable de gérer 2 trilliards de transactions. Et le tout petit point qui est ici, là, représente en fait les capacités des blockchains comme Ethereum ou Bitcoin. Donc on est très loin d'être capable de gérer le volume aujourd'hui qu'on aimerait adresser. Et nous, au CEA, on travaille par exemple sur des problématiques autour de gérer l'autre cercle qui est là, qui est lorsqu'on va avoir une économie des machines ou l'IoT, comment est-ce qu'on va gérer toutes ces données-là au sein des blockchains. Un peu de pub quand même, donc le CEA, en fait on a différentes composantes autour de l'ingénierie logicielle, des méthodes formelles, des systèmes distribués et de l'intelligence artificielle. Et donc dans ce cadre-là, en fait, il y a une mission qui a été créée, donc vraiment un laboratoire dédié un peu à se saisir des problématiques de la blockchain. Donc il y a une centaine de personnes qui travaillent sur cette thématique-là, et nous on est un petit labo de 10 personnes qui s'appuient sur leur savoir. Et donc on s'est intéressé, nous spécifiquement, en fait, sur aider à qualifier cette technologie, être capable d'identifier de manière rapide avec nos partenaires, qui peuvent être soit des startups, soit des industriels, en fait, comment faire des prototypes avec eux pour voir si la blockchain peut répondre à leurs besoins. Et on travaille bien entendu à accélérer et à résoudre les problèmes que pose la blockchain. Alors par exemple, pour qualifier les données, on ne cherche pas à vendre la blockchain tout le temps. C'est-à-dire qu'on va étudier votre problème et on va regarder est-ce que c'est un problème où il y a plusieurs parties prenantes. Est-ce qu'on a un problème de confiance? Est-ce qu'on a
est-ce qu'on a un système ouvert ou pas. Et en fonction de ça, en fait, on spot ça sur des matrices qui nous permettent de voir est-ce que la blockchain peut être une solution ou pas à votre problème. Et on ne va pas vous la vendre comme ça parce qu'il y a plein d'autres technologies. Et dans le cadre où c'est possible, ben on va travailler avec vous pour faire un prototype. Et entre autres, on se base sur une technologie qu'on a en interne, c'est-à-dire qu'on est agnostique des blockchains. Donc il y a plusieurs types de blockchains, comme je vous le mentionnais, plusieurs types de protocoles, Ethereum, Plasma, Bitcoin, etc. Et donc nous, on a développé une infrastructure indépendante de ça, de façon à pouvoir simplifier et accélérer les temps de développement. Donc vous avez accès, en travaillant avec nous, à ce type de technologie, qui est autour de la notion de Pluralized Framework. Et donc cette technologie-là, on l'a utilisée en particulier pour s'intéresser à toutes les problématiques autour de l'énergie. Et donc je vais les détailler ici. Donc en fait, l'énergie, je voulais mentionner deux choses. C'est que autour de l'énergie, en fait, on a beaucoup la notion d'objets communicants, donc l'IoT. C'est une donnée importante. On voit que pour la gestion des panneaux solaires, la communication entre les choses. Donc on a besoin d'être capable de gérer les objets IoT au sein de la blockchain et de la manière symétrique, en fait, la blockchain doit être capable de gérer tous ces objets-là. Donc on voit qu'en 2020, il y aura plus de 50 milliards d'objets connectés à travers le monde, dont 20 millions de voitures, 100 millions de robots, on a même 3 millions de panneaux solaires en Allemagne. Et donc la blockchain doit être à même de gérer toutes ces complexités d'objets et de dispositifs, c'est-à-dire d'être capable de les mettre à jour, de recueillir l'information, de faire des transferts d'énergie. Et donc la blockchain va servir à la fois au niveau des gestions des droits d'accès, par exemple, au point de vue de la décentralisation, au point de vue des micro-paiements, voire sur l'économie de machine, sur le fait que les machines se font des transferts de valeur entre elles sans être humain. Alors je ne vais pas détailler ces slides-là, mais c'était pour dire qu'on parle aujourd'hui de la convergence entre la blockchain et l'Internet de l'énergie. Donc l'Internet de l'énergie, c'est quoi ici? J'ai trouvé une définition. Donc c'est un nouveau type de structure de grid énergétique qui est basé sur la génération d'énergie renouvelable de manière distribuée avec des capacités de stockage et qui s'appuie sur le réseau Internet existant. Et on voit que les caractéristiques de l'Internet énergie, si on les compare à la blockchain, sont les mêmes autour de tout ce qui concerne la décentralisation, le fait que tout est interconnecté, le fait que tout doit être ouvert et le fait qu'on doit être capable d'avoir un système intelligent. Et donc on va voir comment nous, Océan, on s'est saisi de ce couple blockchain et l'Internet de l'énergie pour résoudre la problématique d'un industriel en particulier. Voilà. Donc avant de détailler mon exemple, c'était pour montrer un ensemble de panels de problématiques autour de l'énergie que la blockchain était capable de se saisir, du point de vue des transactions peer-to-peer, les véhicules électriques, la sécurité de l'information, les transactions, les certificats carbonés, les réseaux virtuels de production d'énergie. Voilà. Et nous, on va se situer exactement dans le cadre suivant, avec Léo. Tac, tac, tac. Hop. Donc je vais me focaliser sur un exemple qui est celui des contrats performance énergie. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce que c'est les contrats performance énergie? Si on peut revenir juste là. Ouais. C'est en fait, donc là on a travaillé avec un industriel qui est Veolia. Il dispose entre autres de bâtiments qui sont situés à Dubaï. Ces bâtiments, il y a eu des travaux faits dessus et il s'engage auprès du client à ce qu'il y ait des économies d'énergie qui soient réalisées. Donc il y a un modèle mathématique qui est fait de ce bâtiment-là et donc tous les mois, on est capable de calculer combien est-ce que le bâtiment aurait dû consommer d'énergie en fonction de son taux d'occupation, en fonction de la météo, en fonction de plein de paramètres. Et tous les mois, on est capable de savoir combien est-ce qu'il a consommé réellement. On fait la différence entre ces deux chiffres, et si le bâtiment a surconsommé, c'est que Veolia avait mal fait son travail d'isolation, entre guillemets, et donc il y a une pénalité financière qui est appliquée à Veolia. Et par contre, si le bâtiment a sous-consommé, donc il y a un gain énergétique, et bien les gains sont répartis entre les deux acteurs, entre Veolia et le client à Dubaï. Mais pour faire ça, en fait, c'est ce qu'on va voir après, c'est des modèles mathématiques qui peuvent être compliqués. C'est ce qui est symbolisé ici, c'est que plus on a un modèle mathématique qui permet de faire un bon contrat énergétique, plus il est complexe, et donc plus la confiance du client, en vert ici, décroît. Donc en fait, Veolia s'est retrouvé dans la problématique qu'il n'arrivait pas à vendre ses contrats de performance énergie
parce que ces capteurs, c'était uniquement les siens, donc le client n'avait pas confiance dans les données qui étaient relevées par les capteurs. Les données étaient centralisées uniquement chez Veolia, et le modèle mathématique, le client ne comprenait rien, il n'y avait pas de transparence autour de ça. Et donc c'est pour ça qu'on lui a proposé à Veolia d'utiliser la blockchain pour gérer cette problématique. Donc, ce qui nous a permis de redéfinir avec Veolia tout l'aspect de contractualisation du schéma. Donc on a redéfini avec eux et avec leurs clients comment est-ce qu'on va définir les contrats, comment est-ce qu'on va les implémenter au sein de smart contracts qui sont déployés dans la blockchain. Ils sont déployés et comment est-ce qu'ils s'exécutent au sein de la blockchain. Et donc, par exemple, voilà, là c'est une petite animation. Donc là c'est ce qu'on voit, c'est que donc, là on a des modèles mathématiques, on va essayer de trouver l'écart qu'il y a ici. Donc tous les mois en fait, on relève la température, enfin toutes les heures, pardon, la température, l'humidité, la pression, et ce qui nous permet de modéliser ça. Donc après on va calculer, tu peux avancer les 3-4 slides, voilà. Donc c'est ce qu'on voit ici, c'est que donc à chaque heure, on a un ensemble de capteurs déposés par Veolia qui relèvent des informations, les capteurs du client, les capteurs de Météo France, et donc toutes les heures, toutes ces informations-là sont notarisées, c'est-à-dire enregistrées au sein de la blockchain. Puis on va qualifier ces données-là, donc en utilisant des smart contracts qui sont sur la blockchain pour en capturer une valeur unique sur laquelle l'ensemble des acteurs s'est mis d'accord. Et donc tous les mois, on va être capable de calculer la différence entre ce que le modèle théorique a sorti et ce que le modèle est-ce qu'il a été réellement consommé. Et la différence est versée automatiquement par le smart contract sur le compte. Et donc à n'importe quel temps donné, donc on a accès à l'ensemble des capteurs, à l'ensemble des données, et donc le client de ce fait-là a pu souscrire à ce type de contrat. Voilà, donc ça a été quand même un succès. Oui, bien sûr. Vous n'avez pas changé les capteurs et vous n'avez pas changé le modèle mathématique? Si, on a changé quelques petits trucs, effectivement, parce qu'en fait, dans les technologies actuelles, donc Ethereum, c'est la plateforme qu'on a choisie, on ne peut pas tout coder dans le langage Ethereum. Donc on a dû simplifier certains aspects mathématiques pour recoder ça dans les smart contracts. Et pour les capteurs, on n'en a pas rajouté, enfin nous on n'a pas rajouté, hein, c'est Veolia qui avait ses capteurs et le client a pu installer ses capteurs et qui ont pu travailler qui ont pu s'interfacer avec une API qu'on a dessinée. Donc l'ensemble des capteurs remontaient en temps réel en fait l'information dans la blockchain. Il faut voir comment de confiance aux capteurs. Alors oui, mais donc c'est comme pour chaque heure en fait, on va avoir plusieurs points, plusieurs capteurs. Donc on enregistre dans la blockchain chacun des capteurs, puis après on crée un capteur, comment on appelle ça, image, qui va rassembler. Donc par exemple, si on a un capteur qui commence à donner des températures à 120, 130 degrés, alors que la moyenne est plutôt autour de 40 degrés, et ben on va exclure ce capteur-là du calcul final. Et cette information, elle est stockée dans la blockchain, donc ça fait que le client y a quand même accès. Voilà. Excusez-moi, c'est pas une approche statistique, nuage de points, etc. Vous arrivez à exclure du calcul? Oui, entre autres, oui. Une phase d'apprentissage et puis une phase d'analyse effectivement des écarts qui sont dessus. Mais on peut aller beaucoup plus loin, c'est qu'en fait au CEA on a d'autres laboratoires qui sont capables en fait d'analyser les capteurs en fonction du contexte. Donc c'est-à-dire que par exemple dans le cadre de capteurs de consommation d'eau, pour détecter des fuites, en fait on est capable il y avait des pics qui avaient été détectés, mais en fait qui étaient corrélés au fait que pendant la même période il y avait un match de foot et donc ça correspondait à la coupure de publicité. Et donc effectivement il n'y a pas de fuite, c'est que en fait comme tout le monde va aux toilettes à ce moment-là. Donc en fait on arrive à contextualiser l'information pour capturer plus d'informations. Excusez-moi. La valeur donc, qui est redistribuée est bien la valeur partagée entre le propriétaire et l'exploitant de l'économie réalisée, c'est ça? La valeur qui est redistribuée, oui c'est ça, c'est que si à la fin du mois on devait consommer 1000 $1000 de chauffage, si on parle en termes de chauffage, et qu'on n'a consommé que 900, actuellement le smart contract c'était 50-50. Donc c'est-à-dire qu'on va se retirer les 100 qu'on a gagnés, c'est 50 pour le client et 50 pour Veolia. Quelle est la période de référence en fait sur laquelle vous statuez
de ce que le bâtiment, sans intervention, consomme. D'accord. Alors c'est là où mes compétences s'arrêtent, puisque donc moi je ne travaille pas chez Veolia. C'est-à-dire que, et finalement c'est leur cœur de métier, donc eux ils ont une phase d'apprentissage, ça dépend des types d'immeubles, le type du quartier, etc. Donc ils ont vraiment des modèles très complexes. Et nous, on a mis en place une première couche de modèle. Donc cette information, je l'ai voir, et puis de toute façon je pense qu'elle est confidentielle par rapport au métier de Veolia. Voilà. J'en prie. Hop. Voilà, donc là, on va passer, ça va être très très vite, hein, c'est juste des captures d'écran pour vous montrer à quoi ça peut ressembler, donc un portail pour visualiser des données autour des contrats performance énergie. Donc là, on a la page où on peut se loguer. Après, ce qu'on voit, c'est qu'on a, on a des blocs Explorer donc, qui permettent, chaque ligne correspond à un bloc. Dans chaque bloc, on va avoir l'ensemble des transactions enregistrées. Chaque client dispose de son propre wallet, son propre portefeuille numérique pour pouvoir se connecter et rétribuer l'argent. Là, ce qu'on voit, c'est que sur chaque ligne, ici, c'est les données de chaque capteur pour un même point de temps. Donc là, je ne sais pas, à 11h le matin, le 8 novembre, voilà tout ce qui a été relevé. Donc on a l'ensemble de ces données-là qui sont dans la blockchain. Voilà, donc le détail sur un bloc en particulier sur lequel il y a eu l'exécution d'une transaction, d'un smart contract qui va notariser l'information. Là, ce qu'on voit, c'est la représentation des données avec, on symbolise par des codes couleurs en fait, des données qui sont hors normes, donc qui vont être exclues par exemple. Jaune, vert, c'est-à-dire qu'on a des données qui sont bien normées, dans lesquelles on a confiance, donc on les a notarisées. Donc le client a accès à ces panneaux d'information. Donc là, chaque point est la moyenne des courbes pour chacun des capteurs, pour chaque temps, et donc on voit les écarts. Et la courbe, par exemple, rose, représente le degré de confiance. Donc si on est au niveau là, on a très confiance, et quand il y a des écarts, on peut le voir directement. Voilà, et donc à la fin du mois, on a accès, lorsqu'il y a eu un écart de consommation énergétique, voilà, à des gains ou des plus-values qui sont notarisées également dans la blockchain. Voilà. Donc ça, c'est un exemple que je ne vais pas passer. Donc là, j'ai fini avec ce qui concerne l'énergie. Je vais aller directement à la conclusion. Donc là, on a, je pense, 6-7 slides à passer, puisque là, c'était sur la... Attendez, hop. Juste la slide, les deux slides d'avant. Hop, 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 hop. Hein. Ouais, voilà. Donc ça, en fait, nous, ça nous permet, quand on travaille avec vous, les startups ou les... Parce que l'exemple qu'on a passé, c'était avec une startup, c'est d'identifier en fait des challenges techniques et essayer de les résoudre avec vous. Donc nous, on se concentre sur 3 challenges aujourd'hui autour donc, des oracles. Comment est-ce qu'on s'assure que l'information qui est mise dans la blockchain, comme elle est persistée, elle est immuable, comment est-ce qu'on peut certifier qu'elle est bonne au départ par rapport à qui c'est qui a mis l'information. On travaille sur l'identité, on travaille sur la digitalisation, la numérisation des contrats, c'est un cœur de métier. Et enfin, le 3e challenge qu'on essaie de soulever, c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle, c'est comment à partir de toutes les données qu'on a au sein de la blockchain, on va pouvoir améliorer les choses. Et donc pour conclure, il y a 3 slides, voilà, donc c'est pour dire que il y a 3 piliers sur lesquels on a au CEA dans notre laboratoire, c'est qu'on a une excellence scientifique, on publie beaucoup d'articles dans des conférences, etc., qui nous permettent donc de faire des avancées qui vous donnent une avancée par rapport à vos concurrents. On vous accompagne dans tout ce qui est communication. Donc, par exemple, là, on travaille avec une start-up dans le domaine alimentaire. Donc, on va par exemple avec elle au CES de Las Vegas pour présenter ses produits et les technologies. Et donc, on a un réel investissement au point de vue industriel, c'est qu'on cherche vraiment à résoudre vos problèmes. Et donc, on travaille vraiment jusqu'au bout. Et donc pour la blockchain, ce qu'on voit, c'est que donc, on est dans une phase d'adoption, et ce qu'on vise, c'est donc à gagner en valeur ajoutée. On est actuellement plutôt on est au tout début, et ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de passer sur une adoption plus ou moins massive de la blockchain auprès des consommateurs qui seront finaux. Et donc ce qu'on vise, c'est aujourd'hui, voilà, on est plutôt à ce niveau-là. La blockchain, elle est intégrée souvent au sein de produits de base. Et là, ce qu'on essaye de passer avec nos partenaires, c'est de viser donc, l'intégration de la blockchain au niveau des services, voire au niveau des systèmes sociaux et technologiques. Et à terme, on espère que la blockchain va aller vers un impact sociétal. Donc ça, on voit par exemple des pays comme les Pays-Bas où ils sont très en avance en termes de blockchain pour l'intégrer dans l'ensemble de leur process, que ce soit de gouvernance et autres. Donc voilà, je vous remercie pour votre intérêt.
Et donc là, on a une conférence, entre autres au mois de mai, qu'on anime à Paris autour de l'économie des tokens. Donc si jamais vous êtes intéressé pour venir parler avec nous, échanger, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y a des questions? Un grief qu'on entend souvent autour de la blockchain, c'est qu'il s'agit de technologies vraiment très énergivores. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Donc, la blockchain, effectivement, dans certains domaines, on l'appelle énergivore, parce qu'en fait, il y a différents types de blockchain. Donc, il y a les blockchains publiques comme Bitcoin, où pour insérer un bloc, il va falloir faire le protocole est basé sur la puissance de calcul pour résoudre un crypto-pulse. Donc, effectivement, dans ce domaine-là, Bitcoin, par exemple, le protocole Bitcoin est très énergivore, ça vous avez tout à fait raison. Et après, il y a d'autres types de blockchain. Donc, quand on passe d'une blockchain publique à une blockchain de consortium ou à une blockchain de type privé, là, on a plus de confiance dans les acteurs, c'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas se connecter à la blockchain. Et donc là, on a des protocoles différents qui s'appliquent et qui ne sont plus du tout énergivores. Et par ailleurs, dans les types de blockchain publiques, comme par exemple Ethereum, qui était actuellement basé toujours sur la preuve de calcul, enfin une preuve proof of work, une preuve de travail, on est en train de basculer vers des proof of authority, des proof of stake, qui sont là pas du tout énergivores. C'est-à-dire que pour participer à insérer un nouveau bloc, on ne va pas chercher à résoudre un crypto-calcul qui consomme de l'énergie CPU ou GPU, et donc qui consomme de l'énergie physique, mais on va plutôt, par exemple dans la proof of stake, montrer qu'on possède un certain nombre de tokens qui va nous autoriser à participer, à décider quelle est la prochaine transaction qu'on va ajouter dans le prochain bloc. Donc là, on n'est pas sur des consommations énergétiques du tout. Pas du tout la même. Donc il y a plus, c'est ça, la blockchain c'est un monde très divers et donc il faut bien distinguer les blockchains publiques jusqu'à privées. Plus on va dans le domaine privé, moins c'est énergivore de toute manière. Et après, on a plusieurs protocoles de consensus pour se mettre d'accord. Les protocoles aujourd'hui, c'est des protocoles de type de preuve de travail, énergivores, et on va vers des protocoles moins énergivores comme le Proof of Stake ou Authority. Voilà. Donc je vous invite par exemple, on va regarder la blockchain qui s'appelle Tendermint, où c'est pas du tout énergivore. Alors, en premier lieu, donc Irène Énergie, c'est une entreprise française récente, donc start-up. On l'a créée en 2017. Donc, on l'a créée en 2017 et en fait, Irène Énergie, nous, on a une technologie en fait. C'est un système de back-office qui est basé sur la technologie blockchain, une blockchain particulière qui est la technologie Stellar. Et notre système de back-office, en fait, est spécialisé seulement dans l'énergie, dans l'industrie de l'énergie. Donc, si on peut passer le prochain slide. Alors, pour vous présenter rapidement ce qu'on fait, donc une technologie qui est basée sur la technologie Stellar, et surtout une mission, en fait. Donc, ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est que quand on pense blockchain, souvent les gens pensent décentralisation. Donc, la blockchain est c'est comme ça que ça a été pensé à la base. Si vous pensez blockchain, souvent les gens pensent Bitcoin. Et il y a eu un agenda un peu libertarien derrière le Bitcoin. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est ouvert à discussion. Mais bon, il y avait vraiment cette idée de décentraliser et de permettre à un groupe de se mettre d'accord sur quelle était l'information juste au sein d'un bloc. Voilà. Donc, c'est l'idée première de la technologie. Nous, on a une utilisation de la technologie blockchain qui est différente. Donc, on n'est pas dans la décentralisation, on est dans la simplification et dans la transparence. Et je vous montrerai ce qu'on entend par là. Donc, tout d'abord, si on peut passer au prochain slide. Alors, pourquoi Stellar? Parce que, comme il a été dit plus tôt, en fait, les deux blockchains qui sont les plus connus sont la blockchain Bitcoin et la blockchain Ethereum. La majorité des projets qui ont été montés sur blockchain, en fait, ont été montés sur Ethereum. C'est ce qui s'est vu sur les précédentes années, enfin sur les 2 précédentes années majoritairement. C'est aussi ce qui s'est beaucoup vu sur les ICO. Nous avons nous-mêmes fait une pré-ICO et j'aborderai ça dans la deuxième partie de mon intervention. Mais donc, nous avons fait le choix de partir sur une blockchain qui est différente, qui au lieu d'être celle d'Ethereum est
la blockchain Stellar. Donc, plusieurs raisons à ça. La première, c'est que nous, on se veut être une solution pour l'énergie verte. Et ce n'était pas possible pour nous d'avoir la consommation d'électricité qu'a par exemple Ethereum ou la blockchain, qui soit le moteur en fait de notre système de back-office. Donc Stellar a différents intérêts pour nous. La première, c'est que nous n'avons pas de, la cadence à laquelle vous pouvez faire des transactions en fait est très faible. Un bloc sur Bitcoin, c'est toutes les 10 minutes. Une transaction sur Ethereum, je crois que c'est 15 secondes, et ça, c'est sans compter le backlog. Donc, à un moment, il y a eu énormément de backlog, ce qui fait que pour que votre transaction soit processée au sein d'Ethereum, ça pouvait se compter en termes de minutes. Je ne sais pas où ils en sont maintenant. Ils l'ont peut-être, vu que les volumes, a priori, sont réduits, ça s'est peut-être réduit, mais toujours est-il que ce n'est pas des volumes avec lesquels nous on peut travailler. Donc l'intérêt de Stellar, c'est qu'on peut faire des transactions quasiment toutes les 2-3 secondes. Enfin d'ailleurs, on peut faire des transactions toutes les 2-3 secondes, pardon. Et enfin, l'autre chose, c'est qu'il n'y a pas de coût de transaction. Donc ça, c'est une volonté en fait du fondateur de Stellar. Le coût d'une transaction, si je ne me trompe pas, c'est 10 puissance moins 6 centimes. À chaque fois que vous faites une transaction. Autant dire que vous pouvez en faire énormément avant que ça vous coûte vraiment de l'argent. Et ensuite, donc je rejoins ce qui a été dit plus tôt, l'algorithme sur lequel est basée la blockchain Stellar en fait, est un algorithme de consensus non énergivore. Donc l'algorithme de consensus s'appelle le Byzantine Federate Consensus. Je serais bien normal de vous expliquer ce que ça veut dire, mais je peux juste vous dire que pour nous, ça nous est très pratique. Alors, la prochaine. Donc, alors, avoir une plateforme de back-office, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'on peut faire pas mal de choses. Donc, comme vous le voyez ici, là, on a 3 projets qui vous sont présentés. Alors, aujourd'hui, on travaille, le projet le plus abouti, c'est un projet sur l'Afrique, en fait, avec lequel on travaille, sur lequel on travaille avec IBM et Innovate UK. IBM est assez intéressé par le projet parce que ça leur permet, eux, de stocker en fait tout ce qui est clé privée et de voir comment est-ce qu'il est possible d'interagir dans cet environnement. Innovate UK, en fait, nous était intéressé par le projet parce qu'on réfléchit ensemble à comment réduire la pauvreté énergétique en Afrique. Les échanges et les bourses, c'est un projet que nous avons en ce moment pour voir comment est-ce qu'il est possible de faciliter l'introduction de nouveaux acteurs de l'électricité dans les bourses en France, notamment si vous voulez acheter ou vendre votre électricité sur une bourse. Ça vous coûte beaucoup d'argent, il faut montrer patte blanche, c'est assez compliqué, c'est très contraignant et on essaye de voir comment est-ce qu'il est possible de simplifier ça avec notre technologie. Mais la raison première de ma raison ici est la solution de facturation. Donc, qu'est-ce que c'est que notre solution de facturation en fait? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on récupère la donnée des consommateurs, on récupère la donnée des producteurs et en fait, entre ça, on va aller faire un virement du consommateur vers le producteur toutes les 30 minutes pour lui permettre de savoir exactement quel producteur il a rémunéré. Ça, c'est l'idée de base sur laquelle se fonde notre solution de facturation. Alors, l'intérêt premier, en fait, c'est surtout pour les énergies renouvelables. Aujourd'hui, tous les fournisseurs d'électricité renouvelable vendent de l'électricité verte. On peut s'interroger sur comment est-ce qu'il est possible que tous les fournisseurs d'électricité verte en France, tous les fournisseurs d'électricité vendent de l'électricité verte en France, sachant que le parc de génération d'électricité n'a pas été modifié. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que pour vendre pour vendre de l'électricité verte en France, en fait, on passe par des garanties d'origine. Donc je ne sais pas si ça vous parle ou pas en fait. Une garantie d'origine, c'est 1 MWh produit par une source d'énergie verte égale une garantie d'origine. Donc en fait, c'est un système qui est très bien dans le sens où c'est un système qui est volumétrique. Si vous achetez de l'électricité, vous savez que de l'autre côté, il a été produit une quantité similaire d'énergie verte. Là où le bât blesse en revanche, c'est que quand on regarde l'argent qui est envoyé sur votre facture d'électricité, si vous payez 10 €, et bien en fait, la garantie d'origine, elle va vous coûter peut-être 50 centimes. Donc aujourd'hui, la garantie d'origine, elle est plus à 1,50 €, mais c'est un peu l'idée. Nous, ce qu'on essaie de faire à travers notre solution de facturation, c'est de vous dire que vous savez exactement qui vous avez payé et ce que vous avez payé. C'est-à-dire,
quand vous allumez votre grille-pain entre 8h et 8h30, on va récupérer votre donnée auprès, par exemple, du compteur Enedis en l'occurrence. On va après aller faire un paiement vers le producteur qui aura produit à ce moment-là. La raison pour laquelle on passe par une blockchain, c'est pour permettre à tout à chacun qui est intéressé de voir que ce paiement a bien été effectué. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est de remplacer la garantie d'origine par une autre preuve qui est dématérialisée, qui est sur un registre décentralisé et qui est consultable par tous. Ceci étant dit, vendre de l'électricité verte en France nécessite une garantie d'origine. Donc dans tous les cas, même si demain on mettait notre système en place, il faudrait quand même passer par une garantie d'origine. Mais vous auriez la certitude que toute votre consommation d'électricité est allée financer une éolienne, par exemple. Donc ça, c'était pour le côté pratique. La blockchain peut être utilisée de deux façons, en fait. Donc ça, là, je vous ai monté un peu ce qui était pour nous le core business. Après, il est aussi possible de penser à des services où la blockchain n'est qu'un side business. Donc, ce que nous avons fait, c'est nous sommes capables de lire la donnée si un consommateur nous en donne la permission, on est capable en fait de lire sa donnée de consommation. Donc, en fait, avec ça, on est capable de savoir combien est-ce qu'il a produit, et puis on peut aussi lui dire, on peut aussi l'inciter à produire moins. Et en l'incitant à produire moins, on peut l'aider à économiser un peu d'argent, donc ça en premier lieu. Mais surtout, ce qu'on peut faire, par exemple, c'est essayer de faire une sorte de petit jeu où plus il économise, plus il a de chances de gagner. Et c'est là où on rejoint en fait un de nos projets en Afrique. On a lancé récemment un site web qui s'appelle connect.teli.io. Et là-dessus, en fait, les personnes qui économisent le plus peuvent gagner des crédits d'électricité qui peuvent ensuite aller donner à des projets dans le monde entier. Là où on rejoint le côté blockchain, en fait, c'est que quand vous faites des donations, vous savez où elles vont, mais il y a un pourcentage qui est souvent communiqué par les ONG de coût en fait, qui va aller en coût administratif. Et si vous savez d'une solution blockchain, en fait, vous êtes capable d'aller directement financer un asset dans un pays en voie de développement ou d'aller financer par exemple de l'électricité. C'est ce qu'on essaie de faire avec notre projet par exemple en Afrique. Alors là, je vous ai parlé de tout ce que nous avons fait d'un point de vue technologique pour l'instant. Il se trouve qu'en mai, nous avons fait une pré-ICO. Donc, on m'a demandé d'en toucher un petit mot. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une pré-ICO en fait? C'est avant l'ICO, ça je pense que vous l'avez compris. Mais surtout, en fait, c'est vendre une partie des tokens qu'on a émis pour se financer. Donc, nous, c'est ce qu'on a fait. On a fait une pré-ICO en mai et on a levé comme ça 400 000 €. Qui, je ne vous le cache pas, ont un peu diminué avec la diminution des cours, mais c'est toujours 400 000 €. Après, donc, l'expérience que nous, on a eue, en fait, est une expérience qui est un peu différente de celle des autres. Je ne sais pas si, est-ce que ça parle un peu aux gens ou pas, les ICO? Ok. Donc, nous, on a eu une expérience qui est un peu différente, qui est liée au fait qu'on est sur un... Pardon? Bien sûr, ok, pardon. Alors, je vous remercie. Alors, une ICO, en fait, c'est donc nous, ce que je vous ai expliqué, c'est qu'on fait des paiements en fait d'un consommateur vers un producteur. Et pour ça, en fait, on a créé notre propre token, ce qui a été expliqué plus tôt, sur la blockchain Stellar. Donc, on en a créé une masse finie et on en a vendu une certaine partie pour se financer. L'idée, en fait, derrière toute ICO est que si votre service en fait, a un certain succès, eh bien, il y aura de plus en plus de personnes qui auront besoin de se servir de votre service, d'utiliser votre token, et donc normalement il devrait y avoir une appréciation du token. Je ne suis pas un expert en tokenomics, s'il y en a qui sont dans la salle, prenez le micro, je ne vous le prendrai pas. Donc voilà, est-ce que c'est un peu plus clair ou pas? Okay. Bon, j'espère qu'il y a un expert en tokenomics dans la salle. Donc, on a vendu une partie de ces tokens en fait, et ces tokens nous ont permis de lever 400 000 €. Voilà. Après, ce que je voulais vous dire aussi, c'est ce qui est intéressant pour nous en fait, c'est qu'on a eu une ICO qui était un peu particulière dans le sens où la majorité des ICO. En fait, peut-être tu pourrais expliquer qui sont les personnes qui ont acheté ces tokens et à quoi ça va leur servir concrètement derrière. Bien sûr.
Alors, les gens qui ont acheté les tokens sont des gens qui croient qu'il y a besoin d'un... Enfin, en premier lieu, ce sont des particuliers. Donc, c'est des gens comme vous et moi. C'est des gens qui sont répartis à travers la planète entière. Donc, nous, je pense que, si je ne me trompe pas, on a touché à peu près 30 pays. Ce sont des gens en fait qui ont lu notre white paper auquel on a parlé à travers différents channels, certains qui sont spécifiques aux ICO, donc on peut penser par exemple à Bitcoin Talk ou des moyens qui sont un peu plus mainstream comme par exemple YouTube ou Telegram. Donc les personnes en fait qui ont acheté, c'est des gens qui pensaient que le marché de l'énergie a besoin d'une plus grande visibilité sur qui achète de l'électricité verte et qui finance de l'électricité verte. Voilà. Et enfin, non, je pense que en fait, ce que je voulais dire, c'est si jamais il y a des gens qui considèrent faire un ICO, sachez en premier lieu que c'est de plus en plus dur. En Q3 de l'année dernière, il y avait 8,1 milliards de dollars qui ont été levés. En Q3 de cette année, il y a eu 1,8 milliard qui a été levé. On reste sur des sommes qui sont importantes, mais on voit quand même que le trend est là. Et ensuite, réfléchissez aussi vraiment à la blockchain que vous utilisez. Nous, ça nous a été d'un grand secours en fait d'utiliser une blockchain qui soit différente, en l'occurrence Stellar, dans le sens où il y a eu très peu d'ICO qui ont été faits dessus. Si vous faites un ICO sur Ethereum, vous avez intérêt à avoir un très bon produit pour lever de l'argent. Voilà. Merci beaucoup. Des questions? Donc si je comprends bien par rapport à notre ICO aujourd'hui, la contrepartie du jeton, vous êtes sur un jeton utility? On est sur un jeton utility, tout à fait, oui. D'accord. Là, vous rentrez en plein dans le cadre des discussions de la loi Pacte. On rentre en plein dans le cadre des discussions de la loi Pacte. On avait vu l'AMF avant de lancer la pré-ICO, il nous avait dit de lancer la loi Pacte. Moi, la dernière fois que j'ai lancé la... En fait, quand j'avais parlé avec l'AMF, quand on avait parlé avec l'AMF, en fait, ils nous avaient dit qu'ils allaient sortir ce tampon, en fait. Mais c'était quand ils ont donné des détails sur... pardon, alors pour les non-initiés, donc l'AMF essaie quand même de réguler un peu ce qui se passe, dans le sens où on vend quand même un token à des gens, donc il y a de l'argent qui circule. Donc l'AMF avait une volonté un peu de réguler cela et de voir dans quelle mesure il était possible de considérer ça comme un instrument financier. Donc ils ont sorti une régulation et en fait ce qu'ils voulaient faire, c'était pour ne pas bloquer les gens et les empêcher de faire des ICO en France, en fait de délivrer une sorte de tampon de bonne conduite pour les ICO qui leur semblaient ne pas être délirants. Donc mettre un peu de côté les scams, mais aider les gens qui portaient des projets qui leur semblaient faire sens. Ce tampon, la dernière fois que j'ai regardé, en fait, il fallait avoir demandé avant sa pré-ICO et nous, on avait déjà levé de l'argent, donc pour nous, c'était trop tard pour faire cette demande. Vous allez aussi chercher les informations chez le producteur. Tout à fait. Et le consommateur peut choisir son producteur en quelque sorte. Ou comment ça se passe? Alors l'idée, là aujourd'hui, notre première approche pour le marché, en fait, c'est d'aller voir des fournisseurs et de leur dire, voilà, vous avez un portefeuille consommateur, un portefeuille producteur, de préférence auprès des producteurs, vous avez des éoliennes, du photovoltaïque, des barrages. Et puis maintenant, vous serez capable de laisser vos consommateurs choisir quel est le mix énergétique qu'ils veulent. Est-ce qu'ils veulent de préférence avoir de l'énergie près de chez eux ou loin de chez eux? Donc on peut se positionner, sur des problématiques d'énergie verte, le choix de l'énergie verte, la question de not in my backyard ou de je veux justement de l'énergie qui vient quasiment de chez mon voisin. Et vous n'avez pas besoin des fournisseurs d'électricité pour ça? Mais nous, ce qu'on fait là aujourd'hui, notre solution de back-office, en fait, c'est pour ça qu'on appelle ça une solution de back-office, c'est qu'on propose cela à des fournisseurs d'énergie. Après, est-ce qu'à terme, est-ce qu'il serait envisageable de devenir fournisseur d'énergie? On y a pensé, il se trouve qu'il y a un fournisseur d'énergie qui rentre, je crois, sur le marché tous les mois. On s'est dit qu'on avait une meilleure chance avec une technologie à rentrer parmi tant d'autres. Est-ce qu'avec votre système, on est obligé on est contraint à la période de 30 minutes ou est-ce qu'on peut faire un mois comme maintenant?
Vous pourriez faire un mois, mais en fait, oui, donc, pardon. La réponse est oui, vous pouvez faire un mois. L'idée quand même qu'on a nous est à travers ce système d'être capable de répliquer l'intermittence des énergies renouvelables. Dans le sens où si une éolienne ne produit pas, ou si un panneau photovoltaïque est justement un nuage qui est au-dessus pendant 1 heure, eh ben vous n'irez pas payer cette source d'électricité dans le sens où elle ne produit pas. Et c'est en fait ce pas de 30 minutes qui nous permet de suivre cette intermittence. Mais pour répondre à... On ne peut pas s'en servir comme un système de facturation normal, où on saisit des données et puis ça fait un paiement. Ah si. Bon, donc ça, on n'en a pas... À partir du moment où vous êtes capable de faire du moment où vous êtes capable de faire des paiements toutes les 30 minutes, la couche de facturation dessus, c'est-à-dire vous sortirez une facture, nous, notre système le fait. Mais ce n'est pas la principale proposition de valeur, dans le sens où des systèmes de facturation sur le marché de l'énergie, aujourd'hui, il y en a beaucoup, ça marche très bien. Nous, on essaye plus de se différencier par la transparence. Oui, par la transparence. Après, rajouter être capable de vous sortir une facture, oui, ça c'est quelque chose que notre système fait déjà en incluant les taxes, le TURP et tout ça. Et ça coûte combien d'utiliser votre système? Alors, c'est une très bonne question. Ça coûte combien? En fait, on est sur un système qui dépend de l'utilisation que vous avez, dans le sens où, donc nous, comme je vous l'avais expliqué, on a des tokens. Donc pour avoir accès à notre système, en fait, soit vous achetez des tokens. Donc la réponse à votre question est, plus vous avez un grand parc, plus vous devrez louer de tokens, plus votre parc est petit, moins vous devrez louer de tokens. Donc c'est fondamentalement lié au volume d'électricité que vous voulez, au volume de consommation que vous voulez avoir. Et qui est-ce qui loue ou qui achète les tokens? C'est le producteur ou le consommateur? Là, dans le cas que j'ai présenté aujourd'hui, ce serait le fournisseur. C'est-à-dire, nous, on va avoir un fournisseur qui a des consommateurs et des producteurs, et c'est à lui en fait qu'on va louer des tokens. Et c'est avec ça en fait qu'il va pouvoir aller faire des paiements de ses consommateurs vers ses producteurs. Je crois, enfin, si j'ai bien compris, il y a aussi les tokens ont été initialement achetés par des gens, tout à fait, du Quidam, qui, a posteriori, maintenant que la technologie est prête, sont à leur tour achetés par les fournisseurs d'énergie à ces Quidam. Alors non, ce que peut faire un consommateur aujourd'hui par exemple, c'est si il va, imaginons qu'un fournisseur X par exemple accepte ce système. Le consommateur pourra, la personne qui a acquis des tokens pendant le pré-ICO pourra soit les vendre, soit s'en servir pour payer sa facture en allant chez ce fournisseur, soit il pourra essayer de les vendre sur le marché secondaire à ce fournisseur. Au lieu que le fournisseur ait à les louer ou à les acheter chez nous, il pourra aller les acheter à ce... Donc on en revient toujours à cette idée que plus le système a de clients, en fait, plus le token se valorise. Alors, en fait, comment ça se passe l'augmentation de la valeur du token avec la valeur réelle de l'énergie qui n'augmente pas nécessairement dans les mêmes proportions? Le token n'est pas corrélé à la valeur de l'énergie. C'est le prix de la transaction alors? Le token est corrélé au nombre d'utilisateurs qu'il y a sur le nombre d'utilisateurs du token. Donc, c'est-à-dire, par exemple, nous, ce qui va plus faire augmenter la valeur, ce sera par exemple un fournisseur qui a... Si je prends l'exemple du fournisseur, un fournisseur qui a beaucoup de clients et un fournisseur qui a peu de clients, c'est le fournisseur qui a beaucoup de clients qui va devoir utiliser plus de tokens pour faire des paiements de ses consommateurs vers ses producteurs. Et c'est ça ce qui va faire augmenter la valeur. Donc, le fournisseur d'électricité qui a des producteurs et des clients, il va vous voir et il dit « je veux vous acheter des tokens pour pouvoir utiliser votre système ». Oui. C'est ça. Donc, vous lui vendez des tokens et après, je ne comprends pas, les factures qui sont faites entre les clients et les producteurs à l'intérieur de ce fournisseur, elles sont faites en euros, elles sont faites en tokens, elles sont faites en quoi? Alors,
La transaction est faite en utilisant notre token. Alors en fait, pardon, il faut que je reprenne tout. Pardon. Donc, si votre question est comment est-ce que vous payez votre facture, vous, en tant que consommateur particulier, vous le payez toujours en euros. Ce qui va se passer, c'est que vous allez être crédité. Donc, imaginons que votre fournisseur, à vous, soit un client de Irene Energy, en fait. Donc, vous allez lui payer 10 €. Votre consommateur va créditer votre compte de 10 € en token. Et après, en fait, ces 10 € en token vont être répartis entre les producteurs de ce fournisseur en fonction de la consommation de la production de ces derniers. Alors, ce que nous avons fait, oui, alors votre question, si je peux le dire, êtes-vous exposé à la volatilité du token, du prix du token? C'est ça? Non, vous ne l'êtes pas, parce que, alors ça c'est ce que nous faisons nous, et ce que nous on a fait en fait, c'est qu'on a mis, pour limiter un maximum, d'ailleurs pour absorber la liquidité, la volatilité, sur le montant de tokens que nous avons créé, on a mis de côté un certain nombre de tokens qui nous permet d'absorber la volatilité de cours. Mais dans tous les cas, en tant que consommateur, la seule interaction en fait, que vous avez vraiment avec ce token, c'est de voir vos transactions qui vont aller rémunérer des consommateurs. On ne veut pas pour le consommateur qu'il aille... l'idée n'est pas de compliquer la tâche du consommateur. L'idée est juste qu'il sache que s'il veut, il peut aller vérifier qu'il y a un transfert de valeur qui a été effectué toutes les 30 minutes de son compte à un autre compte. Je vois là, il y a une communication avec Enedis pour les compteurs. Donc là, on est typiquement sur l'accès à la donnée personnelle. Donc comment vous assurez la conformité dans le cadre de la RGPD et demain de l'e-privacy? Donc, pour ce qui est de la communication avec Enedis, nous avons accès en fait à leur API, donc on peut récupérer directement la donnée. Et pour qu'un consommateur nous donne en fait accès à son PDL et nous donne accès à son historique, en fait, on a sur notre site en quelque sorte, un contrat sur lequel il clique. En gros, il doit nous donner son adresse, il doit nous donner son consentement, et ça a été revu par Enedis, et en ayant ces deux points d'information, on est capable d'avoir accès à la donnée. Après, la question, c'est comment est-ce que ça se stocke, et ça, c'est encore quelque chose dont on est en train de discuter.